Ça y est, j'ai fêté mes 41 ans, on peut entrer dans le vif du sujet. On va parler quarantaine, préménopause, bien-être, corps, santé. C'est un sujet qui est très important vers la quarantaine, qui est très important toute la vie, mais qui en tout cas nous semble tout de suite plus important lorsqu'on arrive vers 40 ans, c'est quand même de se sentir bien dans ce corps de femme qui évolue une nouvelle fois, qui nous confronte encore une fois à une nouvelle page qui potentiellement va être plus ou moins intense. J'apprends énormément de choses sur ce sujet, sur la manière dont on peut l'aborder, dont on doit potentiellement l'aborder, comment on peut aller mieux, bien, tout ce que je découvre aussi sur la vie d'une femme, quel que soit son âge. Le fait est que quand on arrive vers 40 ans, on ressent quand même profondément un nouveau changement, une nouvelle vague, une nouvelle transition. Ça se sent, ça se ressent vraiment profondément. La manière dont on absorbe la fatigue, la manière dont on perçoit le monde aussi. On a 40 ans d'expérience, ça y est, on voit aussi la vie différemment et l'avenir aussi différemment. Les hormones aussi évoluent parce qu'on est une femme, on le sait, on va vivre plusieurs steps dans notre évolution hormonale. Je suis en train de découvrir qu'on peut tout à fait l'anticiper pour mieux traverser les tempêtes, si tempête il y a. Le premier point, et non des moindres, ça a été évidemment l'activité physique. Je vous en parle énormément depuis plusieurs années. Vraiment, le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la santé mentale et physique. Rester en mouvement, c'est probablement ce qu'il y a de plus important, d'essentiel. La première ligne, c'est rester en mouvement. Je parle de mouvement, de l'importance d'avoir pris soin de son corps et d'avoir bougé pendant les 10 années qui ont précédé. Ça va aussi potentiellement impacter la manière dont on va accueillir cette nouvelle étape de notre vie. Alors le mouvement, c'est quoi? J'y ai dédié une vidéo au mouvement, je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse, mais en bref, c'est vraiment rester active au quotidien. Alors active, ça ne veut pas forcément dire devenir une athlète de haut niveau, mais se déplacer à vélo tous les jours, se déplacer à pied tous les jours, travailler la mobilité tous les jours, bref, rester en mouvement et éviter d'accentuer cette sédentarité qui désormais nous caractérise et qui potentiellement nous impacte tous et toutes, hommes et femmes, parce qu'on se rend bien compte que le fait de travailler beaucoup assis sur les écrans, de ne plus beaucoup bouger, ça impacte énormément notre santé mentale, notre posture, notre bien-être général, et ça se ressent particulièrement en arrivant à 40 ans. Alors comment? Je crois qu'il n'y a pas forcément de méthode parfaite. J'ai tendance à croire qu'il s'agit vraiment de s'écouter et de s'adapter à son mode de vie, à la manière dont on aime bouger dans ce monde. Ça va vraiment dépendre de votre dynamique et de ce qui vous attire profondément. Au niveau de la pratique sportive, je pense que 2-3 séances dans la semaine, c'est suffisant, en tout cas de mon point de vue. On dit que bouger tous les jours c'est idéal, mais bouger c'est juste le mouvement, la mobilité. Après vraiment se dépenser et transpirer, évacuer les toxines, pour moi 2 à 3 fois par semaine ça suffit. Alors je vous disais que ça fait quelques années que je vous parle du running et vous êtes plusieurs à vous y mettre et je ne peux que vous y encourager. C'est une pratique qui est très très progressive et qui demande aussi beaucoup d'écoute de soi-même. Perso, je fais 2 séances semaine quand je le peux aussi en fonction de mon planning, et puis je fais jamais nécessairement la même distance. Je cours selon mon énergie du jour et je pense que c'est très très important. Si vous commencez à courir aujourd'hui, ne partez pas pour 10 bornes, on y va très très progressivement. Ne vous inscrivez pas à un semi-marathon dans 6 mois, c'est pas l'idée. Ça reste un sport intense et impact et on voit très très bien chez les gens qui partent trop vite, hop, c'est la blessure et c'est quand même dommage. C'est un sport qui se pratique très très progressivement et avec beaucoup d'écoute de soi. Ça peut être 2 sorties de 3 km dans un premier temps pour accéder aux 10 km dans quelques mois, 10 km en étant à l'aise, vraiment dans une position de confort, et ce qui va nous permettre aussi de bien nous concentrer sur notre posture, sur notre rebond, sur la manière dont on pose le pied, bref, sur l'écoute de soi, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus important. La 3e séance, en général, justement, elle est complémentaire du running parce que le running ne se suffit pas à lui-même et l'idée, c'est aussi, du coup, d'entretenir son capital, donc de pas se faire plus de mal que de bien. L'idéal, c'est de pratiquer du yoga ou du pilates. En fait, en gros, c'est de travailler le gainage, les muscles profonds, la posture. En complément du running, justement, pour mieux absorber l'évolution naturelle du corps vers 40 ans, l'idéal, c'est quand même de beaucoup travailler cette mobilité. Parce que l'un des constats que j'ai fait, c'est que
on absorbe ce qui s'est passé. On vient de terminer une période très faste de notre vie, entre 30 et 40 ans, c'est vraiment une période très très rapide, très active et très chargée en projets, qui retombe un peu à ce moment-là et qui retombe un peu sur le corps. On le ressent. On peut avoir des douleurs dans le dos, désormais on absorbe plus très bien le stress. À 20 ans, on l'évacue très très vite. À 40, on peut le garder pendant des semaines. Vous voyez, c'est le moment où vraiment on va avoir besoin d'aller régulièrement chez l'ostéo pour évacuer des tensions, se faire des massages, pour un petit peu dénouer tout ça. J'ai remarqué que prévenir avec la pratique de yoga ou de pilates peut faire vraiment la différence. Donc perso, soit je fais une petite séance chez moi de 20 minutes parfois parce que j'ai pas le temps d'en faire plus. Pour travailler la mobilité du haut du corps, je peux faire quelques exercices aussi de yoga pour vraiment travailler l'étirement de mon corps, l'étirement de ma colonne vertébrale. Et quand je le peux, je vais faire une petite séance en extérieur. J'aimerais en faire davantage, mais la réalité c'est qu'il faut aussi travailler et s'occuper de la famille. On ne peut pas passer notre temps à faire du sport, bien que je pense que prendre soin de soi doit rester une priorité. Surtout qu'il y a un fait non négligeable qui se passe sous l'effet des hormones, c'est la fonte musculaire et la production plus importante de cellulite et de rétention d'eau aussi que j'ai observé. Alors c'est propre à mon cas, mais de ce qu'on m'a expliqué, c'est fortement lié à l'évolution de mon profil hormonal. Donc c'est tout à fait normal, génial. Effectivement, j'ai remarqué une fonte musculaire au niveau de mon ventre et sur une partie de mes cuisses, mais surtout sur mon ventre. C'est-à-dire que je n'ai pas modifié mon activité, mais je vois mon corps changer. Je l'ignorais, moi, je le découvre seulement maintenant, sous l'effet de la préménopause. C'est pas grave, mais ça peut être un peu inconfortable. Encore une fois, on est dans une nouvelle période de la vie où notre corps change. Encore une fois. Pendant la puberté, notre corps a changé. Pendant la grossesse, si on en a une, notre corps a changé. Une nouvelle fois, le corps change. Et à chaque fois, ça nous demande de nous réadapter. Parce qu'un corps, une apparence qui change, oui, ça crée un inconfort. Et parfois, on peut même être en colère contre son corps de nous imposer une nouvelle évolution, une nouvelle modification qu'on n'a pas demandé et dont on n'est pas vraiment responsable. Et je crois que la pratique physique nous permet du coup de rester aligné avec ce corps, de se réconcilier avec lui si c'est un petit peu problématique à cette période, parce que clairement il peut nous chahuter quand même pas mal. Et le fait d'être dans une pratique aussi, dans une certaine gratitude envers ce que notre corps produit, ça peut nous aider à traverser ce moment. Et puis aussi tout simplement pour entretenir ce muscle qui a un petit peu de mal, qui est un petit peu fatigué visiblement. Ça aide à garder aussi ce corps que l'on connaît. Je vous disais, le yoga, je trouve que c'est une pratique très très complète. Le pilate est aussi une très très bonne pratique si le sujet vous intéresse. D'ailleurs, au sujet de la fonte musculaire et puis la rétention d'eau, je creuse un peu le sujet. J'ai découvert le brossage à sec, je trouve pas qu'il y ait spécialement d'effet. Perso, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le drainage lymphatique. C'est un sujet que j'explore pour l'instant. J'ai l'impression que c'est une piste qui peut être assez chouette en dépit de son prix. Tout ce qui est aussi, vous savez, les cures dont je vous parle pour vraiment drainer, j'ai l'impression quand même que ça permet d'évacuer un petit peu toute cette rétention d'eau. D'ailleurs, en parlant de ça, je le rappelle, je l'écrirai en dessous, je l'écrirai sur l'écran. Chaque cas est singulier. Tout ce que je vis, vous ne le vivrez peut-être pas, et c'est tant mieux. Il n'y a pas deux cas identiques, nous sommes des individus tout à fait singuliers, et heureusement, c'est ça aussi la beauté de la vie humaine. Naturellement, on en arrive au sujet de l'alimentation. Et l'alimentation, c'est un gros pavé qui peut demander un petit peu de réflexion, de réajustement aussi. C'est un sujet qui, pour le coup, m'a demandé pas mal d'échanges avec ma sage-femme et une naturopathe ces 2 dernières années. Alors déjà parce que j'ai des pathologies digestives, encore une fois, je le rappelle, mon profil est quand même très particulier puisque j'ai le syndrome de l'intestin irritable, une maladie cœliaque mais que de stade 1, et puis une thyroïde qui me malmène pas mal. Donc au vu de tout ça, je dois faire attention à mon alimentation, je peux pas manger ce que je veux. Du coup, avec la préménopause, en plus, ça a été vraiment folklorique, autant vous le dire. Donc j'ai beaucoup écouté les professionnels de santé qui m'entouraient. J'ai d'ailleurs beaucoup de reconnaissance pour elles, parce que je pense qu'elles m'aident vraiment à traverser la tempête quand c'est difficile. Et ma sage-femme, vraiment, je l'aime énormément parce que je crois que c'est elle qui a été le principal levier de mon mieux-être, en tout cas de mon évolution vers un mieux. C'est elle déjà qui m'a permis de comprendre que j'étais entrée en préménopause. Je ne l'avais pas compris toute seule, en dépit des suées nocturnes, des règles anarchiques, j'avais pas très bien compris.
Il fallait qu'elle me mette devant ce miroir, je sais pas, peut-être parce qu'à 38 ans, j'étais pas encore dans l'optique d'être préménopausée, je sais pas. Bon, bref, en gros, elle va balayer un peu, il ou elle, ce que tu manges au quotidien. Et j'ai appris beaucoup de choses sur ce sujet. J'ai appris notamment qu'à partir de 35 ans, on devait manger un petit peu plus de protéines. Alors, je vous invite à vous renseigner sur ce sujet parce que je ne suis pas maîtrisante, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynécologue. Mais en gros, de ce que j'ai compris, du fait du bouleversement des hormones, on tire et on dégrade un peu plus de protéines, donc on en a besoin de plus aussi. Et la fonte musculaire, etc. Tout ça, ça va ensemble. Donc déjà, à la base, il semblerait que la majorité d'entre nous ne consomment pas assez de protéines. Pareil, bon, je pense que j'en consommais assez, mais je pense que j'étais un peu juste par rapport à mon activité au quotidien. Comme je suis une femme dynamique, je crois que je dois manger 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc je fais 53 kilos et je pense que j'y étais pas du tout. En sachant que pour 2 œufs, de souvenir, ça fait 15 grammes de protéines. Enfin vraiment, je n'y étais pas du tout. J'ai dû revoir les fondamentaux et c'est elle vraiment qui m'a prise par la main pour me dire à l'époque où j'étais végane qu'il était temps pour moi de réintégrer les œufs. Alors au début, par conviction personnelle, j'ai vraiment fermé la porte et c'est là que je mesure ma chance d'avoir rencontré cette professionnelle qui a pris le temps de m'écouter, d'accueillir et de m'expliquer pourquoi elle allait me demander un peu plus fort de manger des œufs. J'en avais besoin et que ma santé était en train d'en pâtir. Donc on a fait des prises de sang, ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain et j'ai vraiment aimé sa démarche. Aujourd'hui, il m'est conseillé d'en manger 4 à 6 par jour. Bien sûr, d'autres petites choses dans le quotidien. Et vous voyez, c'est le moment où on a commencé à me parler du fameux petit déjeuner salé. On nous parle énormément de ce petit déjeuner, mais je pense que tant qu'on n'y est pas vraiment confronté, tant qu'on n'en ressent pas vraiment le besoin, on ne comprend pas pourquoi on nous prend la tête avec ce sujet. Et pourtant, perso, je n'y arrive toujours pas, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un boost de protéines au moment où justement on va en tirer le plus. Au petit déjeuner, on construit notre capital de la journée et là, il nous faut énormément de protéines. C'est là où on nous dit, vous savez qu'il faut manger 2 œufs, un pain complet, du fromage frais. Moi, ça marche pas forcément, mais en tout cas, j'ai compris l'idée, l'importance de consommer plus de protéines. Donc, j'ai intégré dans mon quotidien des œufs. Ça y est, maintenant, c'est revenu. J'ai trouvé les œufs qu'il me fallait, éthiques, du coin, pondus par des poules qui sont pas très très loin. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ils sont biologiques, etc. J'en consomme maintenant dans mon quotidien, dans mes préparations. Je fais des omelettes, des œufs au plat, des œufs durs, des œufs mollets. Voilà, j'ai repris vraiment cette habitude. Et désormais, je suis vraiment alignée avec le fait de prendre soin de moi, de consommer des œufs pour prendre soin de moi. J'ai intégré aussi les protéines en poudre. Alors c'est tout récent. Encore une fois, c'est un sujet, je pense, que j'aborderai dans l'avenir. On me l'avait suggéré de prendre des protéines en poudre, mais j'avais pas forcément une bonne représentation de la protéine en poudre. Je me dis, attends, pourquoi je prendrais des protéines, tu vois? Je ne suis pas une grande athlète, mais en fait, je comprends mieux. Donc là, j'ai, sur vos conseils, pris la Green Whey, mais voilà, je vous en reparlerai dans l'avenir, en sachant qu'il y a tout un tas de possibilités. Enfin voilà, encore une fois, l'idée n'est pas d'être prescripteur de quoi que ce soit, hein. Je vous relate juste mon parcours. Je vous invite à aller voir des naturopathes qui, je trouve, ont vraiment cette démarche de nous proposer un accompagnement très très global. J'ai appris aussi dans mon quotidien à manger plus d'amandes pour l'apport en fer, en magnésium, aussi un peu en protéines, à écouter mon corps lorsque je pars en fringale, parce que désormais mon SPM est un petit peu difficile. Donc ça va avec la préménopause. Je pars en hypoglycémie, je suis pas bien du tout. On nous apprend de ce fait à gérer ces moments de pas bien. Et dans les petits trucs, il y avait manger une petite poignée d'amandes et effectivement ça fonctionne très très bien. Ça m'aide beaucoup à traverser la tempête. Mais en gros, on apprend à avoir des repas plus complets, à enrichir notre alimentation en noix. J'en consommais, mais j'en consommais pas assez de toute évidence, à intégrer davantage les oméga 3 et 6 dont on manque assez facilement. C'est un moment aussi où on va être plus à l'écoute de nos carences. Donc si vous avez cette fameuse prise de sang qui est sur votre bureau depuis des mois, c'est le moment d'aller la faire, parce que ça veut pas dire que vous allez mal, mais en fait on va traquer les fondamentaux, magnésium, vitamine D, oméga 3 et 6, et oui, c'est important. Dans mon cas, je ne fixe pas le fer, et pourtant le fer est extrêmement important, il est vraiment central, donc voilà, écoutez ces professionnels qui essayent de prendre soin de vous. Ça va de pair avec l'hydratation, c'est pareil, j'ai appris beaucoup de choses sur l'hydratation, on doit s'hydrater encore plus à 40 ans. Encore une fois, il n'y a pas
de secret, hein, ça tombe pas du ciel, on le voit déjà à notre peau, on perd notre eau, ça y est, on se déshydrate un petit peu plus vite, notre peau tiraille davantage, elle se régénère moins vite, c'est la fameuse trace de drap, tu sais, qui se remet pas, on a moins de collagène, bref, on sent qu'on est un petit peu déshydraté, un peu moins souple, et tout ça, ça va passer par une très très bonne hydratation. Bien sûr, vous pouvez prendre tout un tas de compléments qui pourront vous aider, mais je crois que même s'il y a des compléments qui peuvent nous aider, et vraiment il y a beaucoup de podcasts sur le sujet si vous voulez aller écouter, je pense que la base, ça reste vraiment l'alimentation, tout ce qu'on fait au quotidien pour soutenir notre corps. Et donc ça passe par l'hydratation, bien boire ces 2 litres d'eau par jour, et ça fait vraiment la différence. Vous savez, même ces petits maux de tête, de tension qu'on peut avoir au moment du SPM, on peut vraiment observer une amélioration si on boit correctement. Je vous parlais récemment des électrolytes aussi. Pour vraiment me reminéraliser, j'en prends de temps en temps lorsque j'ai une pratique de running assez intensive. Mais vraiment boire, je me rends compte à quel point c'est important, et dans le ressenti du corps, et dans l'aspect de la peau aussi. Je bois plus de bissap depuis quelques temps, parce que j'ai découvert que l'hibiscus avait un pouvoir drainant. Donc ça marche aussi sur la rétention d'eau, c'est quand même assez intéressant. Donc pas les quelques jours avant mes règles, mais entre les deux, je me fais régulièrement des infusions avec un petit peu de sucre, ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est très rafraîchissant, et plus effectivement ça va me permettre de drainer. Là c'est un sujet vraiment, je pense que ça serait un point de vue tout à fait personnel, mais j'ai lu qu'il y avait une période de la vie, donc celle-ci en l'occurrence, où il était intéressant de potentiellement boire des eaux plus minéralisées. Alors, j'en sais pas davantage, et d'ailleurs j'ai un peu ri parce que dans la liste il y a la fameuse Contrex. Moi je n'en ai jamais bu de ma vie, enfin jamais spécialement en tout cas, et j'ai beaucoup repensé à ce que j'entendais quand j'étais petite sur la Contrex, et notre allié minceur, tu vois, je comprenais pas trop, je me disais c'est quoi ce positionnement dans le marketing de la Contrex, genre tu maigris et tout, mais en fait c'est par rapport justement à ce dont on a besoin quand on a 40 ans, et sur la manière donc d'évacuer, etc. Enfin bref, j'ai compris pour la première fois de ma vie le discours de cette publicité. Oh. Donc l'eau, ça peut être aussi un sujet intéressant. Moi, j'y prête pas spécialement attention, en plus je peux boire de l'eau filtrée, etc. Mais je pense que ça peut être assez intéressant, parce que même ma sage-femme me disait de boire certaines eaux, de privilégier certaines eaux. Donc c'est quand même peut-être, il y a quelque chose à creuser. Côté soins de la peau, alors effectivement la peau se relâche, et on remarque qu'elle marque davantage. Donc je vous disais, c'est la petite trace d'oreiller qui peut rester des fois 2 heures sur ton visage. En fait ta peau ne repart plus, elle ne rebondit plus, elle marque très très fort. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des bons soins adaptés à sa peau, en considérant que si on a une évolution hormonale, notre type de peau peut évoluer. Donc faire peut-être un petit diagnostic, que ce soit avec un dermato ou juste comme ça dans des boutiques spécialisées, voir un peu où on en est dans son type de peau, pour vraiment avoir une routine adaptée. Donc perso, j'ai fait le focus sur l'hydratation, donc toujours pour réduire ce tiraillement. Et puis ensuite une crème, alors des crèmes anti-âge, vous en avez à l'appel, mais en gros l'idée c'est d'apporter du confort et de prévenir au maximum. Je pense qu'il n'y a pas de crème magique, même si aujourd'hui sur le marché on a accès à beaucoup plus d'actifs qui ont été travaillés aussi pour être plus doux, donc mieux tolérés par la peau. Maintenant ça vous appartient, c'est vraiment à vous de voir ce qui est important pour vous. De mon côté, s'il y a bien un conseil que je pourrais donner, ça reste le solaire, même si la dernière décennie a été décisive, ce qu'on a fait pendant de 30 à 40 ans, c'est là qu'on va on va vraiment en avoir le bénéfice. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à bien mettre son solaire toute l'année, parce que c'est un moment où on voit apparaître des taches, et pas que, des fois on peut avoir des choses un petit peu plus graves. Je vous le disais, il y a quelques mois, première tache pigmentaire est apparue sur mon front. Ma grand-mère en avait plein, je pense quand même qu'il y a un côté génétique assez important. Le fait d'appliquer un solaire, c'est probablement ce qui va être le plus important dans toute votre routine. On est assez unanime sur le sujet, donc en appliquer un tous les jours. En tout cas, perso, moi je le fais dès les premiers rayons de soleil du printemps jusqu'au dernier de l'automne, et ensuite si je vais à la montagne, quand il y a des pleins soleil, etc., je fais vraiment très attention. Ça couvre presque toute l'année. On va dire qu'en fait, en général, de janvier à mars, je me prends plus trop la tête parce que chez nous, il pleut beaucoup. Sinon, le reste du temps, maintenant, j'ai appris à terminer ma routine
avec un solaire. Donc je mets ma base hydratante, je mets une crème et je termine avec un filtre solaire. Enfin, le sujet qui est probablement le plus important actuellement dans ma vie, c'est la gynécologie. Vous l'avez compris, ça a été assez déterminant pour moi d'avoir un bon accompagnement. Je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo que depuis quelques années, j'étais suivie non plus par une gynécologue, mais par une sage-femme. Et j'aime beaucoup l'approche de la sage-femme. Je la trouve déjà plus chaleureuse, plus accueillante. J'aime beaucoup son accompagnement, j'aime son énergie. Je trouve qu'on est dans quelque chose aussi de plus facile. Elle accompagne beaucoup la démarche, c'est moins froid, ça fait moins médicalisé. Et elle considère vraiment la femme dans son ensemble. Elle commence toujours par un entretien sur comment ça va dans la vie, comment ça va le niveau de stress, comment ça va au niveau de tes amours, dans ta sexualité, dans ton ressenti, ton bien-être digestif. Elle veut vraiment un tour complet de notre bien-être. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a le plus aidée dans mes pathologies digestives. Alors je sais que ça peut paraître complètement fou et paradoxal, mais c'est elle qui a été le plus à l'écoute et qui m'a donné les meilleurs conseils. Alors que tous les professionnels de santé autour du gastrique justement, tous ceux qui m'avaient fait les coloscopies, etc. En général, tu fais des examens, puis après, t'as plus trop de nouvelles. Que elle décortique, elle me refait faire des prises de sang assez régulièrement pour voir où j'en suis dans l'absorption des minéraux. Bref, j'aime beaucoup son accompagnement. Et puis surtout, c'est elle qui a permis vraiment de mettre des mots sur ce que je vivais. C'est d'ailleurs elle que j'ai appelée lorsque pour la première fois, j'ai eu mes règles au bout de 15 jours au lieu de 28. J'étais complètement catastrophée, j'étais complètement perdue. Il me semble qu'en plus, c'était un week-end. Et je l'ai appelée, je sais pas ce qui se passe, j'ai des règles en plus hyper fluides, je comprends pas ce qui se passe, je suis à mi-parcours, ça tombe, je suis enceinte, etc. Et je l'entendais au téléphone avoir ce sourire un peu réconfortant de me dire vous en faites pas, c'est normal, c'est probablement un des symptômes de la préménopause. Est-ce que vous avez tel souci, tel symptôme, etc. Bon bah non, alors je pense que c'est ça. Du coup, on prend un petit rendez-vous pour vérifier, mais je suis quasi sûre. Donc il n'y a pas de stress, ça va avec le reste dont on avait parlé précédemment. On est dans l'écoute, on se repose, on boit correctement et tout se passera bien. Elle a un discours extrêmement positif qui fait tellement de bien. Vraiment, je laisse régulièrement des larmes s'échapper dans son cabinet à chaque fois que j'apprends un nouveau truc. Du fait de l'inflammation, par exemple, on soupçonne encore peut-être une endométriose. Et quand elle me l'a dit, c'est pas possible, je peux pas avoir aussi de l'endométriose. Mais pourtant, tout de suite, je sais pas, elle a ce côté vraiment rassurant qui fait du bien, elle est toujours positive et surtout, elle t'explique que ça fait partie de la vie d'une femme. Et du moment où tu es dans l'acceptation, où tu rentres plus en conflit avec ton corps, bah ça se passe tout de suite mieux. Donc elle m'accompagne beaucoup. En ce moment, je refais une rééducation périnéale. La dernière, c'était celle après ma grossesse. Mon fils est arrivé en siège, donc c'était assez prévisible. Au contraire, visiblement, je m'en suis plutôt bien sortie. Et grâce au yoga, encore une fois, ça n'est que maintenant que j'ai besoin d'en refaire, notamment pour le fameux petit jet d'urine quand j'éternue ou quand je ris. Donc voilà, justement dans le débrief, je lui ai dit franchement j'ai un doute sur mon périnée et effectivement on a testé, elle me dit oui vous avez reperdu un peu donc c'est pas grave, on reprend les séances de rééduc. C'est pas des moments que j'adore, mais vous voyez la semaine dernière j'y suis allée et elle m'a dit que mon score était remonté à 4,5 sur 5. Joie. Celles qui savent. D'ailleurs, dans les petits tips pour prévenir le périnée, parce que c'est pareil, en fait, le terrain se prépare. Tu as 30 ans, ça commence maintenant. Fais un petit peu de yoga du périnée, tu verras, ça te fera du bien. Crois-moi, tu m'en remercieras. Mais bon, dans les petits exos qu'on peut faire dans le quotidien, en tout cas dans les petites habitudes, elle me disait notamment quand j'éternue, quand je sens justement que je vais être dans le dur, de bien me redresser et de contracter mon périnée quand ça arrive. Donc, t'es bien droite. Donc voilà, t'as besoin de te crisper ou quoi, hein. En général en plus t'es en société, il y a des gens. Mais c'est très important et ça peut t'éviter ce petit moment de déconvenu. Il y a aussi d'ailleurs au lever. Alors ça on nous en parle quand on a des soucis aussi de douleurs cervicales. Mais en gros c'est prendre le réflexe tous les jours quand tu te lèves, même si tu te lèves juste de ta sieste, de pas te lever d'un coup comme ça, de te mettre sur le côté. Tu mets ta main pour t'appuyer et tu te soulèves pour te redresser. Ça, les kinés en parlent énormément. Et elle me disait aussi que ça doit être une habitude de vie. Donc c'est vraiment important d'être bien accompagné, d'être bien entouré. Et surtout, de se dire que tout ça, ça fait partie de la vie de la femme. On est une femme et on traverse tout ça parce qu'on a la chance aussi d'être une femme.
Il y a plein de moments, je pense, où on peut maudire notre propre corps, maudire le monde, tellement on est fatigué, douloureuse. Mais déjà, on n'est pas toute seule. Désormais, on a la possibilité d'être écoutée et accompagnée. Je vous invite à repenser à nos mères, à nos grands-mères qui n'en parlaient pas. En tout cas, moi, j'ai souvenir de ma mère et de ma grand-mère qui ne m'ont jamais parlé de toutes ces difficultés, de pourquoi elles étaient tout le temps fatiguées, pourquoi elles étaient sur les nerfs, pourquoi elles avaient tout le temps mal à la tête. On le vivait un peu toute seule dans notre coin, avec aussi probablement une certaine pudeur. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'en parler. Alors parlons-en si vous avez envie. Bien sûr, j'aurai pas toutes les réponses à vos questions parce que ça n'est pas mon domaine, ça n'est pas mon métier. En revanche, ça me permet de vous dire que bah oui, ça fait partie de la vie d'une femme. Et oui, on a la force et la ressource de traverser la tempête. Prenez soin de vous. Ciao.